Le dictateur illégitime Maduro était le chef d'un vaste réseau criminel responsable du trafic de quantités colossales de drogues mortelles et illicites vers les États-Unis. Comme allégué dans l'acte d'accusation, il supervisait personnellement le cartel violent connu sous le nom de cartel de Las Solas, qui a inondé notre pays de poisons mortels. Responsable de la mort d'innombrables Américains, de très nombreux Américains, des centaines de milliers d'Américains sont morts au fil des années à cause de lui. Maduro et son épouse feront bientôt face à toute la puissance de la justice américaine et seront jugés sur le sol américain. Opération Résolution Absolue. C'était le nom officiel de l'énorme opération militaire qui vient de renverser le régime de Maduro. Ces détails ont été révélés lors d'une grande conférence de presse. Cette opération a mobilisé 150 avions sur 20 bases et un raid confirmé des Delta Force. Entrons dans les détails. Voici le président des chefs d'état-major interarmés, Raising Cane, qui partage les informations. Écoutez bien. Laissez-moi vous parler un peu de la préparation, après des mois de travail de nos collègues du renseignement, pour trouver Maduro et comprendre comment il se déplaçait, où il vivait, où il voyageait, ce qu'il mangeait, ce qu'il portait, quels étaient ses animaux de compagnie. Début décembre, notre force a été mise en attente d'une série d'événements alignés. L'essentiel était de choisir le bon jour pour minimiser le risque de dommages aux civils et maximiser l'effet de surprise. Limiter les dommages pour le personnel inculpé afin qu'il soit traduit en justice, comme l'a dit le président. Et comme l'a dit le président plus tôt aujourd'hui, la météo au Venezuela est toujours un facteur à cette période de l'année et pendant les semaines de Noël et du Nouvel An. Les hommes et les femmes de l'armée des États-Unis étaient prêts, attendant patiemment que les bons déclencheurs soient réunis et que le président nous donne l'ordre d'agir. La nuit dernière, le temps s'est suffisamment dégagé, ouvrant une voie que seuls les aviateurs les plus expérimentés au monde pouvaient traverser à travers l'océan et les plafonds nuageux bas des montagnes. Mais lorsqu'une mission leur est confiée, cette organisation n'abandonne pas. À 22h46, hier soir à 22h46, le président a ordonné aux forces armées américaines de lancer la mission. Il nous l'a dit et nous l'apprécions. Monsieur le Président, bonne chance et que Dieu vous garde. Ces mots ont été transmis à toutes les forces conjointes. Au cours de la nuit, des avions ont commencé à décoller de 20 bases différentes, sur terre et en mer, à travers l'hémisphère occidental. Plus de 150 aéronefs, bombardiers, chasseurs, avions de renseignement, de reconnaissance, de surveillance et hélicoptères étaient en vol la nuit dernière. Des milliers et des milliers d'heures d'expérience étaient dans les airs. Notre plus jeune membre d'équipage avait 20 ans et notre plus âgé avait 49 ans. Rien n'égale la puissance militaire américaine. Au début de la nuit, les hélicoptères ont décollé avec la force d'extraction, composée d'agents des forces de l'ordre, et ont volé vers le Venezuela à 30 mètres au-dessus de l'eau. Alors qu'ils approchaient du Venezuela, les États-Unis ont commencé à superposer différents effets fournis par Spacecom, Cybercom et d'autres membres de l'interagence pour créer un couloir au-dessus d'eux. Ces forces étaient protégées des avions, protégées par des avions des Marines des États-Unis, de la Marine américaine, de l'armée de l'air américaine et de la Garde nationale aérienne. La force comprenait des F-22, des F-35, des F-18, des EA-18, des E-2, des bombardiers B-1 et d'autres avions de soutien, ainsi que de nombreux drones pilotés à distance. Alors que la force commençait à s'approcher de Caracas, la composante aérienne conjointe a commencé à démanteler et à neutraliser les systèmes de défense aérienne au Venezuela, utilisant des armes pour assurer le passage sécurisé des hélicoptères vers la zone cible. Le but de notre composante aérienne était et sera toujours de protéger les hélicoptères et les forces au sol, de les amener jusqu'à la cible et de les ramener chez eux. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Les États-Unis ont d'abord détruit les bases aériennes, militaires, défense aérienne et tout ce qui pouvait entraver l'opération au Venezuela. Après cela, les hélicoptères des forces spéciales ont pénétré dans le complexe et se sont dirigés vers la cible. Après leur entrée dans le complexe, c'est la première fois qu'ils ont essuyé des tirs. Ils ont traversé tout l'espace aérien vénézuélien jusqu'à la maison où Maduro se cachait,
sans rencontrer de résistance. Un autre point important à souligner dans cette opération, c'est que Madero était en fait protégé par des forces spéciales cubaines, ou des soldats cubains. En gros, pas des soldats vénézuéliens. Cette tendance a débuté au Venezuela avec Hugo Chavez, qui ne faisait pas confiance à ses soldats ni à ses citoyens. Il offrait du pétrole gratuit et des subventions à Cuba, qui en retour lui fournissait renseignements et main-d'œuvre pour sa protection. En résumé, Maduro utilisait pratiquement le même système de garde du corps. On peut donc supposer que les hélicoptères américains ont d'abord été pris pour cible par les forces cubaines et non par l'armée vénézuélienne. C'est un point important, car plus tard, l'armée jouera un rôle majeur dans l'avenir du Venezuela. Mais voici plus de détails sur cette phase de l'opération. Écoutez bien. Nous sommes arrivés dans le complexe de Maduro à 1 heure de l'Est ou 2h01, heure locale de Caracas, et la force d'intervention est descendue dans le complexe de Maduro et s'est déplacée avec rapidité, précision et discipline vers son objectif, et a isolé la zone. Pour assurer la sécurité et la protection de la force au sol lors de l'arrestation des personnes inculpées à leur arrivée dans la zone cible, les hélicoptères ont essuyé des tirs et ils ont riposté avec une force écrasante et en légitime défense. Un de nos appareils a été touché, mais a pu continuer à voler. Comme l'a dit le président, tous nos appareils sont rentrés, y compris celui-ci qui a terminé la mission en état de vol. Pendant l'opération dans le complexe, nos équipes de renseignement aériens et terrestres transmettaient des mises à jour en temps réel à la force au sol. En veillant à ce que ces forces puissent naviguer en toute sécurité dans cet environnement complexe sans risque inutile, la force est restée protégée par l'aviation tactique en couverture. Maduro et son épouse, tous deux inculpés, se sont rendus et ont été placés en garde à vue par le département de la justice. Assistés par notre incroyable armée américaine, avec professionnalisme et précision, sans aucune perte de vie américaine. Après avoir sécurisé les personnes inculpées, la force a commencé à se préparer au départ. Des hélicoptères ont été appelés pour exfiltrer la force d'extraction, tandis que des avions de chasse et des drones assuraient la couverture aérienne et le tir de suppression. Il y a eu plusieurs affrontements en légitime défense lorsque la force a commencé à se retirer du Venezuela. La force s'est exfiltrée avec succès et est retournée à ses bases de lancement en mer, et la force se trouvait au-dessus de l'eau. À 3h29 du matin, heure normale de l'Est, avec les personnes inculpées à bord, et à la fois Maduro et sa femme étaient embarqués à bord de l'United States Ship Wojima. Donc, c'est fou. L'opération a duré environ 2h30 à 3h, sans aucune perte de matériel. Les hélicoptères ont bien essuyé des tirs, mais ils ont pu rentrer à la base. Et en plus de ça, il n'y a eu aucune perte de vie cette fois. Il y a eu des blessés. On ne sait pas exactement combien pour l'instant, mais aucune perte humaine pour le moment. Bien sûr, la question évidente maintenant c'est, quelle est la prochaine étape ? Nous avons déjà parlé de ce qui va arriver à Maduro. Il va probablement se rendre à New York, dans une salle d'audience, pour son inculpation qui a essentiellement été déposée ce matin. La question est donc, quelles seront les prochaines étapes pour le pays ? Que va-t-il arriver au Venezuela ? Et quel gouvernement prendra le relais ? C'était le sujet principal de la conférence de presse qui vient de finir, avec de nombreuses réponses à ce propos. Écoutons. Voici le président Trump qui parle du bilan des États-Unis, qui n'a pas été le meilleur en la matière. Comme après la chute d'un dictateur, je suis sûr que la plupart d'entre vous se souviennent de l'Irak. Alors écoutez. Les États-Unis affichent un bilan mitigé dans le renversement de dictateurs sans plan pour l'après. C'est pourquoi il y a eu différents présidents, mais pas avec moi. Avec moi, nous avons eu un parcours parfait de victoire. Nous gagnons beaucoup et nous gagnons. Si vous regardez Salomé, si vous regardez al-Baghdadi, si vous regardez le marteau de minuit, le marteau de minuit était incroyable. En ce moment, vous n'auriez pas la paix au Moyen-Orient. Nous avons essentiellement la paix au Moyen-Orient. À cause de cela, si nous n'avions pas réussi avec le marteau de minuit, vous n'auriez pas la paix au Moyen-Orient. Donc avec moi, vous avez eu beaucoup de victoires, vous n'avez eu que des victoires, vous n'avez eu aucune défaite. Le président Trump a aussi annoncé la présence d'un groupe d'administrateurs gouvernementaux. Je peux supposer que Marco Rubio va jouer un rôle dans ce groupe, qui va être impliqué dans la gestion du pays. En attendant une transition sûre vers un gouvernement vénézuélien capable de gouverner, je suppose qu'il sera élu par le peuple, mais cela se confirmera avec le temps. Voici la réponse sur le groupe américain impliqué dans l'avenir du Venezuela.
Écoutez bien. Eh bien, cela va surtout durer pendant un certain temps. Les personnes qui se tiennent juste derrière moi, c'est nous qui allons diriger cela, nous allons le ramener. Vous savez, je parle d'un pays mort. Il y a 1 an et demi, nous étions un pays mort. Nous sommes désormais le pays le plus dynamique et connaissons plus de succès que tout autre pays. Dites-vous que Hegseth et Rubio vont diriger le Venezuela et que des troupes américaines seront envoyées? C'est travailler avec le peuple vénézuélien pour s'assurer que nous remettons le Venezuela sur la bonne voie. Parce que si nous partons simplement, qui va prendre le relais? Je veux dire, il n'y a personne pour prendre le relais. Vous avez une vice-présidente nommée par Maduro, qui est actuellement vice-présidente et, je suppose, présidente. Elle a prêté serment en tant que présidente il y a tout juste un petit moment. Elle a eu une longue conversation avec Marco et elle a dit « Nous ferons tout ce dont vous avez besoin ». Je pense qu'elle a été assez gracieuse, mais elle n'a vraiment pas le choix. Nous allons bien faire cela, pas juste avec Maduro. Alors partez comme tout le monde, partez et dites « Vous savez, laissez tout aller en enfer maintenant ». Bien sûr, il y a aussi une question constitutionnelle ici. Est-ce que cela est considéré comme une guerre ou non? Parce que, comme beaucoup d'entre vous le savez peut-être, le président n'a pas le pouvoir de déclarer la guerre. Seul le Congrès peut le faire. Mais néanmoins, même si ce n'est pas une guerre, c'était certainement une opération majeure, dont le Congrès devrait être informé maintenant. N'étant pas avocat constitutionnaliste, j'ignore si c'est obligatoire ou non. Mais ici, nous avons le secrétaire d'État Marco Rubio qui explique pourquoi le Congrès n'a pas été informé. Écoutez bien. Avez-vous prévenu des membres du Congrès à l'avance? Marco, tu veux en parler? Parce que tu étais impliqué, bien sûr. Nous avons appelé le Congrès juste après, car cette mission ne permettait pas de notification préalable. C'était une mission basée sur des déclencheurs dans laquelle certaines conditions devaient être remplies, nuit après nuit. Nous avons observé et surveillé cela pendant plusieurs jours, donc ce n'est tout simplement pas le genre de mission. On ne peut pas appeler les gens et dire « Hé, nous pourrions faire cela à un moment donné au cours des 15 prochains jours, mais c'est en grande partie une fonction des forces de l'ordre. Rappelez-vous, à la fin de la journée. » Au fond, il s'agissait de l'arrestation de 2 fugitifs inculpés par la justice américaine, et le département de la guerre a soutenu le département de la justice dans cette tâche. Il y a ici des implications politiques importantes, mais on ne peut pas annoncer ce genre de mission à l'avance, cela la mettrait en danger. Si je peux ajouter une chose à cela, le Congrès a tendance à laisser filtrer des informations, ce qui ne serait pas bon. S'ils avaient divulgué l'information générale, le résultat aurait pu être très différent. Mais je dois dire qu'ils savaient que nous allions arriver à un moment donné, vous savez, il y avait beaucoup de navires là-bas, ils savaient plus ou moins que nous allions arriver. Mais le Congrès risque de laisser fuiter des informations, ce que nous voulons éviter. S'ajoute aussi la question de Cuba, évoquée plus tôt dans la vidéo. Cuba avait des liens très étroits avec le gouvernement Maduro. Pour l'économie cubaine déjà en difficulté, ce sera certainement un coup dur. Mais en plus de cela, Cuba est aussi très proche des frontières des États-Unis. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais le secrétaire d'État Marco Rubio a lancé un avertissement ferme à Cuba concernant le bail. Écoutez ceci. Je veux dire, je viens de vous faire une déclaration il y a quelques minutes. Vous savez, quand le président parle, il faut le prendre au sérieux. En résumé, Cuba est un désastre. C'est dirigé par des hommes incompétents et séniles, et dans certains cas, pas séniles, mais incompétents. Mais il n'a aucune économie, c'est un effondrement complet. Et d'ailleurs, tu sais, tous les gardes qui ont aidé à protéger Maduro, c'est bien connu. Toute leur agence de renseignement, tout ça était rempli de Cubains, je veux dire, îles. En gros, c'est incroyable, cette pauvre île a pris le contrôle du Venezuela. Un des principaux problèmes des Vénézuéliens est de déclarer leur indépendance de Cuba, qui a tenté de les coloniser sur le plan sécuritaire. Si je vivais à La Havane et faisais partie du gouvernement, je serais un peu inquiet. Vous coupez l'approvisionnement en pétrole de Cuba depuis le Venezuela. Eh bien, le président a déjà annoncé il y a une semaine que tout ce qui est sanctionné, c'est du pétrole sanctionné, ça ne sera pas autorisé à arriver là-bas, donc c'est une excuse. Enfin, il est impossible d'ignorer la Russie, car cela a été un coup dur pour son économie. Ce n'était pas seulement géopolitique pour la Russie. Économiquement, elle dépendait aussi vraiment du Venezuela. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et puisque ce pétrole n'était pas sur le marché, c'était en fait une très bonne chose pour la Russie, qui est déjà le pays le plus sanctionné au monde. Mais maintenant que le gouvernement Maduro n'est plus là, ce pétrole pourrait arriver sur le marché. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, car je suis certain que remettre en marche ces vieux champs et raffineries demandera beaucoup d'investissements et de travaux. Mais si ce pétrole arrive effectivement sur le marché, l'économie russe, qui souffre déjà à cause des sanctions, va se retrouver confrontée à de graves problèmes. Parce que les prix du pétrole dans le monde entier sont relativement bas. De plus,
Le pétrole russe subit déjà une forte décote. Que se passera-t-il si le pétrole vénézuélien arrive? Les clients russes, comme la Chine et l'Inde, pourraient être moins enclins à acheter du pétrole russe sous sanction, s'ils peuvent obtenir le même pétrole ailleurs. Pour la Russie, cela va représenter une situation très compliquée, parce que la façon dont ils attirent les acheteurs, c'est en offrant une réduction par rapport au prix auquel le pétrole se négocie. Cela signifie que plus le prix du pétrole baisse, plus la Russie doit offrir une grande réduction pour attirer ses acheteurs qui prennent ce risque. Et cela signifie qu'il y a un moment où il devient tout simplement non rentable pour la Russie de jouer à ce jeu. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à offrir des réductions alors que leur prix du pétrole s'effondre, car à un certain moment, ce n'est tout simplement plus rentable. Ils perdent de l'argent en pompant du pétrole à cause des remises et sanctions. Sujet pour une prochaine vidéo. Voici la réponse du président Trump sur l'accord de paix avec la Russie. Écoutez. Un mot? Il s'agit de Poutine. Si vous voulez... À propos de Poutine, c'est toujours agréable d'en parler. Vous avez eu un appel avec lui lundi. A-t-il mentionné Maduro? En avez-vous discuté? Non, nous n'avons jamais parlé de Maduro. Est-ce que tu es en colère contre lui en ce moment? Je veux dire, il y a ça. Je ne suis pas ravi de Poutine. Je ne suis pas ravi de Poutine. Il tue trop de gens. Je pensais que ce serait ça, alors j'ai réglé 8 guerres et un quart, tu sais quoi? Le quart, c'était la Thaïlande et le Cambodge. Je l'ai refait, ils se sont affrontés et je l'ai réglé en environ 5 heures. Je me donne un quart, donc j'en suis maintenant à 8 et un quart. En d'autres termes, j'ai réglé la guerre. Mais ensuite, ils se sont affrontés de nouveau. Ils ont connu une forte flambée ces 4 derniers jours. Je les ai convaincus de revenir à la paix, donc je ne donne qu'un quart. Je pensais que l'un des plus faciles serait la Russie-Ukraine. Ce n'est pas le cas, et ils ont tous les deux fait des choses assez mauvaises. Et regarde, c'est la guerre de Biden, ce n'est pas ma guerre, mais je veux arrêter les pertes humaines. Tu as vu où? Le mois dernier. 30 000. La dernière fois, mais c'était 27 000. Le mois précédent, 30 000, principalement des soldats, ont été tués. Ça. Le mois dernier, 30 000. Je veux arrêter ça, vous savez, j'ai fait en sorte que l'OTAN paye 5 au lieu des 2 qu'ils ne payaient pas. Ils ne payaient pas 2 et maintenant ils payent 5. Et nous leur envoyons beaucoup de munitions, nous leur envoyons beaucoup de choses, des missiles et diverses autres choses. Beaucoup, et ils paient. Les États-Unis ne perdent pas d'argent, nous en gagnons sûrement. Ce n'est pas ce qui compte pour moi. Je veux juste arrêter ces gens. Nous perdons 25 000, 30 000 êtres humains qui viennent de 2 endroits très éloignés. Mais si je peux arrêter, parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai plutôt été bon, faire des accords, je suppose que tout est une question d'accord. La vie est une grande affaire. Mais si je peux arrêter cette guerre et empêcher 30 000 jeunes de mourir, en plus du fait que des gens sont tués à Kiev, des gens sont tués dans d'autres villes partout dans le pays, c'est un nombre bien plus petit, mais ils sont tués brutalement. Je ne suis pas content de cela. Je pensais que ce serait résolu. Monsieur Witkoff est ici et je crois que nous progressons. Cette guerre n'aurait jamais dû exister. Président, je l'aurais évité. Poutine et tous le disent. Si j'avais été président, cela ne serait jamais arrivé, mais j'ai hérité de cette guerre. C'était Joe Biden, Zelensky et Poutine. Je suis arrivé dans cette situation et c'est un vrai désordre. Et je vais dire ceci. J'ai regardé une opération hier soir qui était tellement précise, tellement brillante, je veux dire, c'était incroyable. Si nous avions eu nos gens comme ce général et nos gens impliqués, cette guerre n'aurait pas duré très longtemps. Ça, je peux vous le dire. Cette guerre, pour utiliser un vieux terme, cette guerre est devenue un bain de sang et nous voulons qu'elle s'arrête. Merci beaucoup à tous. C'était vraiment une très très grande nouvelle, donc nous aurons beaucoup plus d'analyses dans les prochains jours. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés russes. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones
à la prochaine vidéo.